Je suis en ligne avec l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la francophonie. Madame la ministre, le 7 janvier dernier, vous avez annoncé la prolongation de la période pour verser un don qui sera pris en compte au titre du fonds de secours d'urgence pour la Syrie. C'était jusqu'au 29 février, donc la date limite arrive. Est-ce que selon vos informations, Madame la ministre, la prolongation du délai aura permis de stimuler la générosité des Canadiennes et des Canadiens? Oui, certainement. Bon, on en était autour de 12 millions de dollars, je crois, à la fin du mois de décembre. On a seulement quelques informations très préliminaires à ce moment-ci, donc on doit laisser le temps aux organisations qui sont reconnues de déposer leur rapport final. Donc, à la mi-mars, j'aurai le chiffre exact de ce qui a pu être recueilli auprès des Canadiens depuis la mi-septembre. Donc, les organisations ont jusqu'à la mi-mars pour déclarer les fonds reçus. Quels seront, Madame la ministre, les axes prioritaires qui guideront l'attribution de ces fonds? L'idée, c'est que les dons qui ont été faits à chacune des organisations ont déjà été utilisés par chacune d'entre elles. Un montant équivalent va provenir du budget du gouvernement fédéral et on va cibler un, deux, peut-être 3 projets, dépendant du montant, vers lesquels on va engager cet argent-là. Donc, évidemment, les fonds vont être dédiés vers des sites prioritaires où on veut aider en termes d'humanitaire, soit en Syrie directement ou vraiment, en fait, vraisemblablement directement en Syrie, effectivement. On fait plusieurs autres projets dans la zone un peu plus large, projets de résilience, projets de développement, mais pour le fonds comme tel, on va voir avec lequel ou lesquels de nos partenaires sur le terrain on va engager cet argent additionnel-là. Donc, vous parlez de 2-3 projets majeurs qui seraient financés. Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui, pour vous, seront prioritaires pour votre gouvernement? Vous aviez parlé notamment de l'aide aux enfants, l'éducation, la santé? Oui, effectivement, ça demeure toujours des priorités. On fait toujours la distinction entre aide humanitaire et projet de résilience et de développement. Dans ce cas-ci, on parle d'aide humanitaire. Donc, la première priorité, c'est vraiment au niveau alimentaire, au niveau eau potable, sécurité et puis abri. L'éducation de base aussi qui nous interpelle de façon très, très importante parce que, bon, il ne faut surtout pas perdre cette génération-là. Dans le moment, on a plusieurs enfants syriens qui n'ont pas pu aller à l'école depuis 2 ou 3 ans. C'est majeur. Alors, effectivement, on a plusieurs actions, entre autres avec l'UNICEF dans ce cas-là, pour essayer d'offrir une éducation alternative à ces enfants pour pouvoir les garder dans le réseau. Et ça nous tient particulièrement à cœur parce que ces enfants qui sont dans les rues, qui doivent travailler pour aider à subvenir aux besoins de leur famille dans des conditions très, très difficiles, sont aussi beaucoup plus à risque d'être recrutés par les groupes terroristes. Ouais. Les jeunes filles sont à risque d'être entraînées dans des mariages forcés, précoces. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, l'éducation est une priorité pour nous. Et quand est-ce que vous prévoyez, Madame la ministre, que seront attribués les premiers soutiens financiers issus du fonds de secours d'urgence la mi-mars pour recueillir les montants qui auront été récoltés par les différentes organisations? On parle de quoi? 2 semaines, 1 mois avant de pouvoir faire des annonces? Effectivement, ça va être très, très rapide. On a déjà, on est déjà en train d'étudier tous les appels d'aide humanitaire qui ont été faits par les différentes grandes organisations parce que, bon, ils le font de façon systématique elles le font de façon systématique 1 fois par année. Donc, on a reçu tout ça à la fin décembre. Alors, on a déjà en banque plusieurs projets pour lesquels on a été sollicité. Alors, effectivement, notre investissement là, va être rendu disponible de façon très, très rapide. Madame la ministre, la Syrie, les pays voisins font face à une des plus graves crises humanitaires depuis la Seconde Guerre mondiale et nous voyons chaque jour la difficulté pour l'aide humanitaire d'avoir accès aux populations vulnérables, particulièrement dans les zones qui sont assiégées. Quelles actions, selon vous, le Canada pourrait entreprendre pour que l'aide internationale et notamment l'aide canadienne puisse atteindre ceux qui en ont le plus besoin?
On travaille avec des organisations humanitaires qui ont beaucoup d'expérience, qui sont bien ancrées sur le terrain. Elles-mêmes ont leur groupe, leurs membres qui sont situés dans différentes villes en Syrie même. Alors, on travaille vraiment avec des gens d'expérience, des organisations reconnues qui nous rendent des comptes de façon très rigoureuse aussi. Et on a aussi un rôle à jouer au niveau plus diplomatique, disons, notamment dans la promotion des principes humanitaires. Parce que ce qui est effectivement difficile, c'est d'avoir accès pour ces organisations humanitaires-là, d'avoir accès aux populations assiégées et pour que ce soit possible de façon sécuritaire autant pour les travailleurs humanitaires et de façon à apporter notre aide aux populations assiégées, ben il faut que les différentes parties au conflit reconnaissent les principes humanitaires que sont, entre autres, l'humanité, évidemment, mais aussi l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Donc, je répète beaucoup ces principes humanitaires ces temps-ci, puis c'est ce qu'on fait à l'échelle internationale, c'est que c'est tellement important que les parties reconnaissent que quand on voit un convoi de la Croix-Rouge, par exemple, on sait que c'est une organisation qui est totalement neutre, et qu'on doit la laisser accéder aux populations dans le besoin. Malheureusement, en ce moment, il y a certains groupes qui ne reconnaissent pas ça et c'est ce qui rend d'autant plus difficile la mission des organisations. Donc, qui doivent négocier avec les différents partis, qui doivent négocier leur accès. Alors, c'est vraiment important de promouvoir et de souligner à quel point on reconnaît ces principes-là et qu'on laisse toute l'indépendance d'action à ces organisations-là parce que c'est la seule façon pour elles de pouvoir accéder aux populations assiégées de façon sécuritaire. Et c'est vraiment une priorité pour votre gouvernement, cette défense du droit humanitaire dans vos efforts diplomatiques dans la région? Absolument. C'est vraiment la base de l'accès aux populations qui en ont plus besoin. J'étais encore cet après-midi en discussion sur le sujet avec des représentants des Nations Unies, du Programme alimentaire mondial, avec la directrice. Et puis, on soulignait encore une fois à quel point c'est difficile d'avoir accès à certaines populations. Il y a environ 200 000 personnes dans une région particulière à laquelle on n'a pas eu accès depuis près de 2 ans. Justement parce qu'on n'arrive pas à faire reconnaître ces principes-là et à obtenir des corridors de sécurité qui permettent aux organisations alimentaires et aux organisations humanitaires d'accéder. Donc, c'est vraiment important de continuer de défendre, d'expliquer à toutes les parties à quel point c'est important. Ça fait partie de la loi internationale. C'est internationalement reconnu, mais malheureusement, certaines parties n'y adhèrent pas. C'est pas toujours appliqué. Madame la ministre, vous étiez au début du mois en mission au Liban et en Jordanie. Lors de votre visite, notamment auprès des réfugiés syriens dans ces 2 pays, qu'est-ce qui vous a le plus marqué comme ministre, bien sûr, mais aussi humainement comme citoyenne du monde dans les situations que vous avez vues? Il y a 2 éléments, je dirais, particuliers. Bon, j'ai entre autres visité le fameux camp Zaatari qui accueille 80 000 réfugiés. C'est très impressionnant. C'est une ville en soi, mais une ville qui se compose de tout petits abris en tôle, à l'intérieur desquels on trouve tout juste un tapis sur le sol pour abriter une famille de 8, par exemple. Donc, c'est vraiment réduit à son strict minimum, mais en même temps, j'ai été très impressionnée de certains services offerts dans ce camp-là, au niveau alimentaire. Il y a carrément une petite épicerie, on s'entend, ce sont les denrées de base, mais quand même, c'est une épicerie. Alors, plutôt que d'apporter des boîtes de denrées identiques à toutes les familles, on a les familles, les gens, sur la base du nombre de personnes par famille, ont ni plus ni moins qu'une carte de crédit prépayée, disons, une carte électronique qui leur permet d'aller faire leur épicerie, d'acheter les aliments qui leur plaisent, dans cette quand même variété très restreinte, mais ça permet de faire ça, de cuisiner un peu plus selon les goûts de la famille, les habitudes de la famille, et ça a un impact énorme sur la dignité humaine. Donc, en donnant cette possibilité aux gens de vivre le plus normalement possible, ça contribue à la dignité humaine. Et puis, ensuite de ça, il y a
aussi, étonnamment que ça puisse paraître, il y a 3000 petits commerces sur le camp. En fait, ces gens-là avaient une vie avant, avaient des métiers, avaient des professions, Alors, certains d'entre eux sont arrivés quand même avec un peu d'argent à la base qui leur a permis de s'acheter un petit inventaire et d'ouvrir une toute petite boutique à l'intérieur du camp. Et ce qui fait en sorte qu'il y a 3000 petits mini-commerces dans le camp. Et ça permet aussi de faire vivre, de créer quand même une dynamique. Donc, humainement, encore là, et les gens qui réussissent à subvenir un peu plus aux besoins de leur famille de façon autonome comme ça, encore là, ça contribue à la dignité humaine. Et puis, ça permet, comme ça, de lutter contre la violence, entre autres contre la violence familiale, parce que, bon, c'est un enjeu quand on trouve plus, quand on perd ses repères et qu'on n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille, bon, ça crée des tensions et puis ça contribue à la violence. À l'intérieur de la famille. Donc ça, c'est un autre élément du camp qui m'a beaucoup impressionné. La clinique, ils étaient sur le point d'avoir leur 5 millième bébé sur le camp, vous imaginez. Ouais. Alors, et 5000 bébés tous vivants dans des conditions modestes, mais tout à fait salubres et sécuritaires, avec des sages-femmes, avec des médecins qualifiés. Donc, j'ai été très, très impressionnée par le camp Zaatari. Donc, il faut aussi savoir que la majorité des réfugiés vivent en dehors des camps. Ouais. Ils sont dans Liban, les communautés. notamment. Alors, c'est l'autre côté de la chose. Donc, de voir à quel point les communautés, autant en Jordanie qu'au Liban, ont accueilli les réfugiés, à quel point elles sont généreuses. Il y a carrément, juste au Liban, là, ils étaient rendus à 247 écoles qui ont diminué le temps de classe pour leurs propres enfants, pour faire place à un deuxième chiffre pour accueillir autant de réfugiés en après-midi. Donc, les enfants libanais et les enfants syriens qui n'ont pas été exclus de l'école trop longtemps, qui peuvent suivre le programme régulier, sont à l'école le matin et en après-midi, on a des classes spéciales pour les réfugiés qu'on doit remettre au niveau scolaire. Donc, ça aussi, ça a été très impressionnant de voir l'accueil et la générosité des communautés jordaniennes et libanaises. Madame la ministre, vous vous dites sensible au respect, à la promotion de la dignité de ces personnes réfugiées en Jordanie, au Liban. La Jordanie accueille 1,4 million de réfugiés, le Liban un peu plus d'1 million sur une population de 4 millions d'habitants. Évidemment, cet afflux de réfugiés dans ces deux pays, pour ne nommer que ces deux-là, crée de grandes tensions sociales, notamment parce que les communautés hautes, vulnérables, ne reçoivent pas forcément d'aide humanitaire. Comment suggérez-vous que l'aide internationale canadienne prenne en compte également ces populations vulnérables, que ce soit au Liban ou en Jordanie par exemple, pour alléger peut-être les tensions avec les réfugiés syriens? Ça fait partie de notre stratégie, effectivement. Ce qu'on a annoncé il y a une dizaine de jours comportait une aide humanitaire de 840 millions de dollars sur une période de 3 ans, mais aussi un budget de 270 millions de dollars aussi sur une période de 3 ans, mais dédié à ce qu'on appelle les projets de résilience, les projets de développement. Et quand on parle de résilience, on parle vraiment d'aider les communautés d'accueil à s'adapter pour pouvoir justement accueillir les réfugiés. Donc, ça va être de venir supporter le réseau scolaire jordanien ou libanais, de façon à pouvoir accueillir les enfants réfugiés, les enfants syriens. Ça peut être aussi d'aider des communautés, des municipalités à améliorer leur réseau d'aqueduc, à améliorer même leur système de collecte de déchets, parce que imaginez-vous votre municipalité qui augmente de 40-50%, voire même certaines ont doublé en nombre. Imaginez-vous l'impact juste sur la gestion des déchets. Ouais. L'accès aux services, aux cliniques aussi. Donc effectivement, nos projets de résilience vont aider à renforcer les structures, les services locaux, de façon à pouvoir accueillir cette population additionnelle-là. Alors, c'est en quelque sorte un investissement là, dans les communautés. Et puis, un début, c'est de justement permettre aux différentes communautés de vivre de façon harmonieuse pendant quelques années, pendant le temps que ça durera. Et ça vise aussi à faire en sorte que les Syriens continuent à développer des compétences. On veut, avec les deux gouvernements concernés, offrir des possibilités d'emploi aux réfugiés.
de façon à ce qu'ils acquièrent de nouvelles compétences ou qu'ils maintiennent les leurs pour être capables de reconstruire aussitôt qu'ils pourront retourner dans leur pays, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, retourner dans leur pays. Alors, c'est effectivement notre but. Madame la ministre, 2 dernières questions. Le gouvernement canadien a déjà investi près d'1 milliard de dollars en aide de différents types pour soulager la population syrienne et les réfugiés également dans les pays limitrophes. On ne voit pas de sortie de crise à court terme, donc on se prépare à des besoins sur le moyen, sur le long terme pour la reconstruction. Or, on voit déjà une certaine fatigue des pays donateurs face aux besoins immenses qu'il y a dans le pays et dans les pays voisins. Est-ce que le Canada sera prêt à s'engager sur le long terme aux côtés de la population syrienne? On a déjà pris un engagement pour 3 ans, un engagement significatif. Espérons qu'à ce moment-là, on ne sera plus dans un mode d'aide humanitaire, mais on sera vraiment dans un mode de reconstruction. Pour le moment, on a un engagement qui est significatif pour les 3 prochaines années. Une dernière question, Madame la Ministre. Il reste quelques jours à la population canadienne afin de faire un don aux organisations d'aide humanitaire afin d'être jumelées dans le fonds de secours d'urgence du gouvernement. Quel message est-ce que vous souhaiteriez adresser à nos auditrices et à nos auditeurs pour rappeler à leur générosité? Les Canadiens ont été extrêmement généreux dans leur accueil de 25 000 réfugiés, mais il y en a des millions qui sont encore là-bas, dans les pays limitrophes. Comme je disais tout à l'heure, imaginez si la population de votre ville augmentait de 50%, la pression que ce serait pour vous, pour vos enfants. Alors, c'est la meilleure façon de pouvoir les aider, c'est de contribuer. Chaque dollar en vaut 2 quand on fait ça. Et puis, c'est la meilleure façon aussi de contribuer à la stabilité de cette région-là, en les aidant, en aidant les communautés à vivre en harmonie. C'est l'exemple qu'on veut donner au Canada, qu'on est capable de bien vivre ensemble. Et puis, on veut les aider à faire ça. Alors, effectivement, il faut profiter du sprint d'ici la fin du mois là, pour donner aux organisations reconnues qui participent au programme. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de votre temps et d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Bonne journée, au revoir.